Hello tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Je suis hyper contente d'être ici pour le troisième live, le dernier live du webinaire spécial et exceptionnel donné par Sarah Jeannecorn-Mich, gestionnaire de fortune et auteure du livre Ce que valent les femmes. Comment ça va, Sarah? Ça va bien et toi, Tamara? Mais ça va super. La grande forme. Ouais, je suis ravie de te retrouver. Les vendredis matins, ça va me manquer de pas se voir ici sur la page Facebook de Women Lift Up. Il y aura d'autres sujets à aborder, je suis sûre. Il y aura d'autres sujets, que la finance. Exactement. Exactement. Donc, faites-nous un petit coucou si vous êtes par ici. Super, on a déjà Anne. Coucou Anne. Fantastique. Donc, si vous avez loupé les 2 premiers lives, alors je vous invite à aller les regarder sur la page Facebook de Women Lift Up. Vous pouvez les retrouver. C'était extra. Dans le premier live, donc Sarah, elle nous a expliqué pourquoi les femmes devaient absolument investir en bourse. Elle nous a donné différents éléments, c'était extra, ça nous a boosté, ça nous a donné envie d'aller plus loin. Deuxième live, on a allé plus loin. Sarah, elle nous a donné quelques concepts pour pouvoir y aller concrètement. On a parlé de quoi, Sarah? On a parlé des frais. On a vu que les frais, ils ont de l'importance surtout sur plusieurs années. C'est un peu comme quand vous utilisez votre machine à laver le linge puis que le calcaire se dépose. 1 ou 2 machines, c'est pas grave, mais sur le temps, ça a des effets. Donc, les frais, c'est un peu comme ça. On a parlé de diversification et de risque. Comment on fait pour réduire son risque en investissement en bourse. Plus on diversifie, plus on réduit le risque. Et puis, on a aussi parlé un petit peu de la différence qu'il y avait entre investir et spéculer. On a parlé de Marie. Je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire de Marie, qui était l'investisseuse la plus malchanceuse de la planète. J'ai adoré l'histoire de Marie, ça. Voilà, et qui nous a montré qu'en fait, Marie, elle avait son plan, elle savait où elle allait. Et que quoi qu'il arrive, elle a continué à investir malgré qu'il y avait des chutes. Et puis, de vraiment faire cette différence entre la fluctuation du marché, là on monte, on descend, et la perte sèche, c'est quand on vend et qu'on encaisse notre perte. Donc voilà, c'était un peu les choses qu'on a vues, si je ne me trompe pas. Oui, c'était exactement ça. En fait, le message, c'était vraiment d'être patient et de voir sur le long terme quand on investit. Et ça, c'est vrai que ça m'a plu. Je veux dire, mais c'est génial. On a on a Anne, on a Laura. Coucou Laura, Karima, mais génial. Alors, tu as loupé le deuxième live. Il n'y a aucun souci, Laura, tu peux le retrouver. Et tu vas voir, c'est super intéressant. Il y a Patricia aussi. Investir en bourse. Trop bien. Super. Alors, dis-nous, Sarah. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler du profil de risque et pourquoi il est important et comment on le détermine. On va parler un petit peu de discipline. Et puis finalement, on va finir sur quelque chose de peut-être un peu plus intuitif et léger, c'est de pourquoi il faut investir seulement dans les choses que vous comprenez. Donc voilà. Super. Est-ce que vous êtes prête? Je lance direct. Ouais. Alors là, on est prête. Donc, la première chose dont je voulais parler, la semaine passée, on est resté sur ce graphique-là que vous voyez. C'était donc l'évolution des marchés mondiaux sur une certaine période. Donc, on voit, ça monte, ça descend, ça remonte. Là, cette descente-là, c'était la crise de 2008. Et puis, on voit, c'est une fluctuation. Et tant qu'on ne vend pas, c'est pas une perte. On était resté là-dessus. Maintenant, j'ai envie de vous parler de profil de risque. Parce que vous n'êtes pas obligé de prendre autant de risques que d'investir en ayant autant de fluctuations. Vous pourriez vous permettre de dire, en fait, moi, je suis d'accord de prendre un peu de risque, mais pas trop. Et je vais vous montrer, donc, par exemple, la slide d'après. Voilà. Donc là, on voit les différentes évolutions selon les profils de risque. Donc, la ligne orange, c'est un peu notre ligne bleue d'avant. C'est 100% de risque. Alors qu'on voit que la ligne bleue ici, c'est 100% pas risque, c'était plutôt des obligations. Et puis, du coup, la ligne verte, on voit, c'est 20% de risque, la rouge, 40, etc., etc. Et on voit que selon le niveau de risque qu'on prend, on va avoir des fluctuations qui sont plus ou moins fortes. C'est un peu comme quand vous allez dans
dans un Luna Park ou un Europa Park ou ce genre de parc, vous pouvez choisir de prendre les montagnes russes qui sont très, très hautes, ou vous pouvez aller dans comment dire, les manèges qui sont plus pour les petits-enfants, et puis du coup, il y a moins de fluctuations. Donc, c'est à vous de choisir, d'une certaine manière. Cela dit, moi, je pense pas seulement que c'est une question de personnalité. Hein. C'est pas seulement, oui, moi, j'aime prendre du risque et puis d'avoir des frayeurs, je peux vivre avec. Mais il y a, pour moi, la performance, enfin, le profil de risque doit venir de vous, mais pas seulement de vous, de vos objectifs. Et pourquoi je veux insister là-dessus, c'est que généralement, quand vous allez voir une banque, elle va vous faire ce qu'on appelle un questionnaire pour savoir c'est quoi le risque optimal pour vous. Mais le questionnaire va être basé essentiellement sur est-ce que vous pourriez vous permettre, vous dormiriez bien par exemple de perdre 50% de votre investissement, ou ce genre de questions qui sont plus sur la personnalité. Mais en fin de compte, ce qui est important aussi, c'est quels sont vos objectifs. Parce que votre argent, il doit servir pour que vous atteigniez certains objectifs, pour que vous puissiez faire des choses. Et donc, il y a certaines périodes dans votre vie où vous pouvez vous permettre de prendre plus de risques et d'autres moins. Ou dans certaines périodes, par exemple, si vous investissez, si on dit, voilà, vous êtes comme Marie, vous avez 20 ans et que le but, c'est d'investir pour votre retraite, vous ne pouvez pas prendre la ligne verte. Il n'y a pas assez de risques. Vous devez prendre la ligne orange. Donc ça, c'est vraiment très important. Et pourquoi ? Parce que comme on le voit là-haut, hein, je me base sur des études toujours quand je vous donne des chiffres, c'est que 90% de la performance, donc de combien vous allez potentiellement pouvoir gagner, dépend du profil de risque. Et on le voit bien sur ce graphe. On part tous du même point à 1, et on voit que plus on prend de risques, on finit à 13, et puis pour ceux qui prennent moins de risques, on va finir à moins de 4. Et c'est OK. À partir du moment où on le fait de manière consciente et qu'on choisit un profil de risque qui est adapté à notre situation. D'accord ? C'est quoi le risque d'avoir le mauvais profil de risque ? C'est de se retrouver, par exemple, dans la ligne orange après une crise et puis d'avoir besoin de son argent et donc de devoir vendre à perte. Ça, c'est vraiment la pire situation dans laquelle vous pourriez vous retrouver. Et si vous n'êtes pas sûr de c'est quoi le profil de risque optimal pour vous, j'aurais tendance à vous dire commencer avec une ligne verte, par exemple, qui est peu de risque, et augmenter graduellement. D'accord ? Chaque année, augmenter un peu plus, parce que c'est plus facile de passer de la ligne verte à la ligne rouge que le contraire. Parce qu'évidemment, quand vous êtes dans la ligne rouge, par exemple, et de nouveau, et que vous voulez descendre dans la ligne verte, vous allez devoir vendre des investissements et encaisser potentiellement des pertes si c'est après un crash. Et souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils investissent, ils se laissent complètement submerger et guider par les émotions. Et on va voir après vraiment l'importance de cette discipline qui permet, en fin de compte, la discipline, ça nous permet de ne pas agir suite à nos émotions. Et en fait, ce qu'on a tendance à faire, c'est que quand il y a une chute comme ça, comme on voit là, ou même comme il y a eu par exemple au début de l'année avec le Covid, les gens vont dire alors je vais diminuer mon niveau de risque, et puis ils passent de la ligne orange à la ligne rouge ou à la ligne verte. Et ça, c'est la pire décision à prendre. Donc toujours de monter graduellement. C'est comme quand vous allez vous baigner dans une piscine et que l'eau est froide, c'est bien d'y aller tranquillement et peut-être pas sauter d'un coup parce que vous risquez l'hydrocution. Voilà. Donc ça, c'était la première chose dont j'avais envie de vous parler. Maintenant, nous allons parler un petit peu de discipline et pourquoi c'est important de faire confiance en temps. Alors, vous l'avez vu avec l'histoire de Marie et puis l'histoire que quand on investit sur le temps, on finit quand même par gagner quand on est patient. Mais j'avais envie de vous l'illustrer d'une autre manière. Là, on est en train de regarder les rendements de l'huile, enfin du pétrole, sur une vingtaine d'années. Et on se dit, en fait, pas mal le pétrole, ça m'aurait rapporté 8,6%. Comparons un peu avec d'autres investissements qu'on aurait pu faire. Là. Donc là, ce qu'on appelle le stock, c'est les actions américaines. Alors, c'est les chiffres américains que j'ai pris. Ou l'or, 7,8%, 7,7%, toujours pas mal.
Après, c'est facile de regarder ça rétrospectivement en disant on aurait dû investir sur le pétrole, mais on aurait pu investir aussi dans ces choses-là. Là, on voit les obligations et les actions internationales, alors qu'ils font moins bien que les américaines, mais bon, de nouveau, ça, on est toujours plus intelligent après coup. La question, c'est de savoir, sur tous ces investissements qu'on aurait pu faire, combien vous pensez que l'investisseur moyen, donc les gens qui ont investi en bourse à travers leur banque ou à travers des brokers, combien ils ont touché, sachant qu'en fin de compte, si on regarde un peu la moyenne de toutes ces choses, si on avait diversifié, on aurait pris un petit peu de pétrole, un petit peu d'actions, un petit peu d'or, un petit peu d'obligations, on devrait avoir une moyenne qui est, selon la pondération, mais autour de 6-7, on se dirait. Ok. Alors là, j'ai rajouté aussi l'inflation et puis home, c'est donc le marché immobilier. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'investisseur moyen n'a touché que 2%. Et on se dit, mais c'est quand même 2,1%. Et c'est pour vous montrer de nouveau pourquoi. Et la raison pour laquelle il a que eu cette performance-là, alors que les marchés ont produit bien plus, il y en a plusieurs. Première chose, c'est les frais, parce qu'on a bien vu, les frais bougent la performance. Donc, chaque fois qu'on achète ou qu'on vend, il y a des frais. Donc, ça, c'est une chose. Mais aussi, les erreurs, les mauvaises décisions, c'est genre sortir du marché quand tout d'un coup ça tombe. C'est ce genre de choses. Et c'est ce qui explique qu'en fin de compte, l'investisseur moyen ne touche que 2,1%, alors qu'il aurait pu toucher beaucoup plus. Et je reviens sur cette histoire de discipline. Je reviens sur l'histoire de Marie. Décider quelque chose et s'y tenir, quoi qu'il arrive, et ne pas se laisser guider par les émotions. Alors nous, les femmes, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire non, il faut faire confiance à notre intuition, et oui, il faut le faire dans certains cas, mais quand il s'agit d'investir, il faut être très pragmatique et puis très froide dans notre réflexion. Et d'ailleurs, lors du premier live, je vous ai montré que les quelques femmes qui investissaient en bourse réussissaient mieux que les hommes. Et une des raisons, c'est parce qu'en fait, la femme, quand elle investit en bourse, elle va le faire de manière beaucoup moins émotionnelle que l'homme. L'homme, il est là, ah ouais, je vais investir parce que je vais gagner tant, et puis il s'intéresse au truc. Alors que la femme, elle le dit, non, mais moi, ça m'intéresse pas. J'investis en bourse, c'est pour une raison bien claire, c'est pour mes enfants, pour les études de mes enfants, pour ma retraite, pour un objectif bien précis, et du coup, elle est beaucoup plus disciplinée. Voilà. Une autre manière de vous montrer que c'est important de faire confiance au temps, c'est de montrer à quel point réagir peut nuire aux performances. Je vous l'ai un petit peu montré, mais c'est une autre manière d'y regarder. Là, on regarde la performance de l'indice S&P 500, c'est un indice américain, de nouveau, sur à peu près une vingtaine d'années. J'ai calculé, donc ça fait à peu près 9850 jours. Je vais vous montrer pourquoi c'est important. Si vous étiez resté investi sur cette période-là, sans rien toucher, de manière disciplinée, que quand ça tombe, vous restez investi, même, vous faites comme Marie, vous réinvestissez plus, pour chaque, là c'est sur 1000$, mais sur chaque 1000 francs, vous auriez gagné à peu près 13 700 francs. C'est joli sur cette période, d'accord? Maintenant, imaginez que vous ayez votre meilleur ami ou amie qui travaille dans une banque, qui est très à jour de ce qui se passe et qui disent, bon, écoute, là, il va y avoir les élections, les marchés vont se casser la figure juste pendant quelques jours. Donc, ce que je te conseille, c'est que tu sors du marché pour un jour, puis après, tu reviens. Parce que vraiment, demain, ça va être la cata. Et vous vous dites, bon, allez, un jour, si ma période d'investissement, elle est de 9800, bon, un jour, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et imaginons que, en fait, votre amie, elle vous ait donné un mauvais conseil. Et vous avez raté, donc un jour, votre performance totale, seulement pour un jour où vous n'êtes pas dans les marchés, passe de 9,80 à 9,38. Et en termes monétaires, ça a quand même une différence parce que c'est 1400 de différence. Donc, c'est beaucoup pour un jour. Maintenant, imaginons que qu'on fasse le même exercice sur plusieurs jours, sur 5 jours. Et bien là, on tombe à 9114. Et c'est pour ça que je vous montre que rater seulement même 5 jours sur 9850, c'est rien du tout. Eh bien, vous perdez quand même une grosse partie des gains que vous auriez pu avoir.
Donc, j'insiste vraiment sur cette discipline. Ce calcul, je l'ai fait sur le marché américain parce que c'est très facile d'accéder aux chiffres et puis que je trouvais que c'était bien représentatif. Mais bien évidemment, on aurait pu faire ça sur l'économie mondiale ou sur le marché suisse. On a exactement le même genre de choses. D'accord? Alors, maintenant, arrivons au dernier concept qui est d'investir que dans ce que vous comprenez. Alors là, je n'ai pas de graphe à vous montrer, mais plutôt une histoire. Je ne sais pas si Tamara, tu veux revenir aussi vers moi, mais j'aimerais vous parler de l'histoire de Madoff, qui est un nom que vous avez probablement déjà entendu, qui est un homme d'affaires américain qui a été aussi le président du Nasdaq, c'est-à-dire de la bourse américaine, donc il est quand même bien implanté là-dedans. Et vous avez dû sûrement entendre que Madoff, il y avait eu, comment dire, je perds mes mots, il a fait une fraude. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est que quel a été le point commun de tous les investisseurs qui ont investi avec Madoff, sachant que dans les investisseurs qui avaient investi avec Madoff, il y a eu beaucoup de professionnels, il y a eu des fonds de pension, il y a eu des petits clients privés, il y a eu des gens qui connaissaient rien à la finance. Donc, quelle a été la chose qui a fait qui était commune entre tous ces gens? Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Bien sûr qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'en fin de compte, s'ils avaient compris, s'ils avaient posé des questions, ils auraient su que ce n'était pas possible que les rendements que Madoff donne sur son fonds soient possibles. Et même les professionnels se sont fait avoir. Donc, c'est vraiment important de comprendre d'où vient l'argent et d'où vont venir les rendements. Quand vous investissez, j'ai envie de dire, dans une pizzeria, par exemple, ou quand vous investissez dans Nestlé ou dans Vuitton, vous savez comment la société va faire son argent. D'accord? Donc, c'est très concret, c'est très clair. Après, il peut y avoir, il y a beaucoup de montages financiers, etc. Et c'est OK, tant que vous prenez le temps de comprendre d'où va venir la performance. Donc, j'ai envie de rester sur cette chose-là. Les femmes ont tendance à poser plus de questions que les hommes. Donc, je vous encourage à poser un maximum de questions et toujours vous dire que c'est pas la question qui est mal posée ou pas intéressante, mais si la personne qui est en face de vous, qui est un professionnel de la finance, ne peut pas y répondre ou n'arrive pas à vous expliquer ou que vous ne comprenez pas, il faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher. Il y a quelque chose qui joue pas, quoi. Ouais. Je sais pas si si ça vous parle, mais j'ai envie de vous prendre aussi l'image de l'homme et la femme qui cherchent leur chemin, qui sont perdus. Eh ben, l'homme a tendance à chercher mon chemin, je vais rester dans mon truc, surtout pas demander de l'aide, alors que la femme va plus. Je sais pas si avec vos conjoints c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, mais oui, mais posez des questions, demandez et n'hésitez pas. Et toujours, là, alors j'ai envie de revenir sur le côté intuitif, mais de comprendre comment cet argent va être fait, parce qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Ou alors vous allez au casino. Ça, c'est une manière. On a le choix. Voilà. Bon, merci en tout cas, Sarah, c'est super. Moi, ce que je retiens, c'est que on prend des risques si on ne touche pas à notre argent. En fait, prenez des risques, mais ne regardez plus et il faut y aller, il faut être patient. Regardez, je vous dis, pour 20 ans, tu regardes même pas ce qui se passe. Si tu as le temps, tu prends des risques. Si tu n'as pas le temps, il faut pas en prendre. En fait, c'est un très bon résumé. Ce côté-là. Et de monter graduellement aussi dans ton profil de risque. Et puis, ne pas sortir quand on voit que ça chute. Ne pas se dire, je vais vite sortir parce que là, ça peut être embêtant. On va prendre les questions. D'ailleurs, il y a eu des questions, Sarah. Alors, Laura qui demande, est-ce qu'on peut jouer avec les deux profils de risque? Avec ton premier graphe. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Ce que j'ai envie de dire, c'est que selon les… Alors, je reviens dans le livre, je parle de comment on fait pour… identifier le profil de risque optimal, mais surtout avec l'idée des boîtes, de baser en fait des investissements par rapport à des objectifs que vous avez. Et là où j'ai envie de dire qu'on peut jouer avec deux profils de risque, je donne l'exemple. Par exemple, vous avez un objectif, c'est de pouvoir payer les études de l'un de vos enfants dans, disons, 10 ans, d'accord, ou disons 5 ans.
Alors là, peut-être dans 5 ans, vous allez pouvoir, sur le montant total que vous avez décidé d'allouer à cet objectif-là, vous allez pouvoir vous permettre de prendre à peu près 20% de risque, pas plus. Hein. C'était la ligne verte, si je me souviens bien, mais vraiment très peu de risque. Et de nouveau, vous le mettez de côté et vous le touchez plus. Et puis, par contre, si vous prenons l'autre objectif qui est je reprends l'exemple de la retraite, toujours parce que c'est plus long terme, celui-ci, clairement, si c'est plus que 10-15 ans, vous pouvez vous permettre de prendre la ligne orange qui est à peu près 100% de risque. Donc, oui, Laura, tu peux jouer avec les différents profils de risque en fonction des objectifs. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout mettre dans un seul sac, si on veut bien, et puis s'amuser à bouger vos investissements de ligne selon ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire ce qui se passe dans les marchés. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un processus, comme on dit en anglais, de inside out. C'est vous et vos objectifs qui déterminent vos investissements. Et c'est pas ce qui se passe dans les marchés qui détermine si vous pouvez partir en vacances ou pas. Oui. Donc, en fait, aussi, si par exemple, tu prévois de mettre de l'argent pour prendre ta retraite, mais tout d'un coup, tu en as besoin pour des vacances ou tu veux t'acheter un bateau, ne pas sortir cet argent. En fait, c'est de prévoir plutôt cet argent dans un autre profil, entre guillemets, où tu l'aurais mis avec moins de risques. Voilà, ok. Après, si tu n'es pas sûr, de nouveau, tu commences avec un profil de risque plus bas et puis tu augmentes. Hein. Mais c'est l'idée de faire les boîtes en fonction de tes objectifs, de dire, je vais peut-être acheter un bateau, donc je vais mettre cet argent-là de côté. Donc, c'est vraiment très important de déterminer tes objectifs toujours. On commence par les objectifs et ensuite on descend jusqu'à dans l'investissement. Ça me fait penser, j'avais rencontré quelqu'un il y a très très longtemps, une femme qui pensait beaucoup à sa retraite et qui était très organisée. Et moi, j'étais très très jeune, mais ça m'avait toujours étonnée parce que ça se passait pas comme ça chez moi. Elle avait des enveloppes pour tout. Ouais. Ça veut dire qu'elle avait une enveloppe pour s'acheter une voiture dans 7 ans. Ouais. Et puis, elle mettait chaque mois X francs pour dans 7 ans pouvoir s'acheter cette voiture. Ça me fascinait. Pour acheter, voilà, pour tout, elle avait des enveloppes pour tout. Et puis, elle m'avait expliqué ça. J'avais trouvé ça assez incroyable de voir. Je me disais, mais tu fais ça et puis tu sors de chez toi, tu te fais shooter par une voiture et ça sert à rien. Je me disais, mais à quoi ça sert de voir aussi longtemps? Mais tu vois, à 15 ans, où bien sûr. Tu vois pas les choses de la même manière, mais maintenant, tu te dis, mais si j'avais fait ça. Et les enveloppes, c'est un très bon exemple parce que c'est exactement ça. Mais tu dois faire des enveloppes et puis ensuite les faire travailler, quoi. Ouais, voilà, exactement. Si tu les mets sous ton matelas, non, là, c'était dans l'armoire. Le feu, c'est foutu. Ouais. C'est ça. C'est ça. Alors, on recommence. On continue jeudi. Alors, Anne qui nous dit, je me reconnais bien dans ta description de la femme qui investit. Personnellement, j'ai investi via une assurance vie dont une partie est en action et à partir du jour où j'ai signé, je me suis dit, c'est fait, je ne touche plus, mais aussi un peu la politique de l'autruche. Mais en fait, c'est ce qu'il faut faire, non? Ouais, alors là, dans ce cas-là, Anne, la politique de l'autruche te sert. Hein, et en plus, alors, les assurances vie, ce qui est pas mal aussi, c'est que de un, il y a quand même des avantages fiscaux. Et puis de deux, justement, tu es entre guillemets un peu coincé dedans, donc tu y touches plus. Après, de nouveau, faut voir si c'est le montant que tu as mis dedans, quelque chose qui convient par rapport à tes objectifs, parce qu'il ne faut pas non plus qu'après tu sois coincé. Dans certaines assurances vie, tu es obligé de mettre tant et tant chaque année. Alors si après tu es là et que tu peux plus entre guillemets payer tes factures parce que tu dois payer ton assurance vie, c'est toujours une question d'équilibre. Mais la politique de l'autruche en termes d'investissement, surtout quand c'est des objectifs qui sont à plus que 5 ans, est une bonne politique. Bon, rassurez Anne. Donc, il faut faire confiance au temps, mais du coup aussi à la personne qui nous conseille au début. Oui, ça c'est sûr. Fait. Et d'ailleurs, pour trouver la bonne personne qui te conseille, on revient sur un truc de base, il faut juste poser les bonnes questions. Oui. Voilà. Et comprendre comment la personne travaille, comment elle gagne sa vie, pourquoi elle conseille ça de cette manière-là. Hein. Moi, je vous dis, voilà, n'investissez pas si c'est moins que 5 ans, puis je vous l'explique le pourquoi du comment. Donc, voilà, allez vers des gens qui vont vraiment vous répondre à vos questions. Oui. Alors, Jenny, coucou Jenny. Alors, est-ce qu'on peut faire une cagnotte Woman Lift Up à petite part et faire un essai d'investissement ensemble, comme un exercice d'entraînement? Attends, on va y réfléchir. On débriefe après ça. Ouais. Il ne faut pas nous lancer dans des... C'est une bonne idée, ça. Parce que chez Woman Lift Up, là, on est très créatifs. Ouais. Donc, on va noter, Jenny, on revient vers toi, OK? Alors, Anne, vers qui se tourner pour se faire conseiller? Je dirais Sarah.
Mais non. Ça peut être un point de départ. De nouveau, Anne, c'est un petit peu, je viens de faire des rénovations chez moi, donc je redonne toujours un peu cet exemple actuellement. Mais bêtement, quand tu veux faire une rénovation dans un appartement ou dans une maison, tu peux le faire de différentes manières. Hein. Tu peux décider de le faire toi-même. Tu peux décider d'avoir d'engager un conseiller, un architecte ou une décoratrice ou un décorateur d'intérieur. Donc la même chose en termes de finances. Tu pourrais dire, bon, bah, je me prends un coach ou quelqu'un qui va m'aider à juste faire le point de départ, mais tu peux même prendre un coach qui n'a rien à voir avec la finance pour t'aider à identifier tes objectifs, par exemple, parce que de nouveau, c'est toujours de là où on part. C'est quoi les objectifs? Et puis ensuite descendre. Parce que si tes objectifs sont clairs et que tu vas voir n'importe quel banquier en disant, voilà, moi, je veux ça, ça, ça et ça, eh ben, du coup, tu vas pas te laisser guider par l'agenda du banquier qui a à te vendre ses produits à lui ou l'agenda de l'assureur pour te vendre les produits. Donc, vers qui te tourner? De nouveau, ben, tu peux, une fois que tu as tes objectifs qui sont clairs, ben, juste trouver un ou une conseillère financière qui va pouvoir répondre à tes questions et voilà, je sais pas si maintenant, il y a aussi beaucoup de plateformes, j'ai envie de dire, hein, qui existent. D'ailleurs, Anne, pour les membres, on va avoir quelqu'un d'une plateforme justement sur l'investissement d'impact aussi qui va venir dans notre groupe par exemple, privé la semaine prochaine. Tu pourras aussi avoir un aperçu. Puis Sarah, avec les ateliers qu'elle fait au sein de Women Lift Up aussi, elle pourra peut-être nous aiguiller prochainement. Donc, alors, alors, c'était quoi? Ah oui, le problème, c'est de pouvoir mettre de l'argent de côté. Oui, ça, c'est toujours le problème. Mais petit à petit, Sarah a tendance à nous donner ce conseil, en fait, non? Voilà, c'est l'histoire de tes enveloppes, Tamara. Hein. Voilà. Et puis, des petites rivières qui finissent par faire des fleuves. Donc, il faut commencer par quelque chose, c'est tout. Oui, et puis, il faut le faire, je pense. Parce qu'à force de se dire, bon, quand j'aurai, je ferai. C'est mieux de se dire tu mets 50 € ou 50 francs chaque mois et tu regardes. Peut-être que ça fera des arbres. Alors, est-ce que tu conseilles une assurance vie quand on n'y connaît rien? Alors, ça va être difficile pour moi de répondre, Chéra, parce que de nouveau, je reviens sur la situation personnelle. C'est comme si tu me demandais, est-ce que tu conseilles d'acheter une Porsche alors que je ne connais rien au moteur? Je sais pas, ça dépend de l'utilité que tu vas en faire. D'accord? Donc, l'avantage d'une assurance vie, c'est que tu rentres pas dans comment l'argent est investi. Le désavantage, c'est qu'il y a quand même des frais parce que ton assurance, elle te le fait pas gratuitement. Donc, voilà, il faut toujours peser le pour et le contre et il faudrait voir le but de ton assurance vie, c'est pourquoi. Ça, c'est pas mal aussi un atelier. On avait pensé à un atelier sur l'immobilier, mais aussi l'assurance vie, c'est aussi pas mal, Sarah. Et c'est lié aussi c'est lié aussi en Suisse en tout cas. Hein. Ça peut être complètement lié à un investissement immobilier parce que, par exemple, de faire une assurance vie pour faire un amortissement indirect d'un point de vue fiscal, ça a complètement du sens. Donc, je le conseillerais complètement si tu es propriétaire. Donc voilà, c'est un peu difficile pour moi de répondre est-ce que tu conseilles ça alors que je ne sais pas à qui et pour quel but. Désolée, Chéra. Alors sinon, donc je vais continuer à mettre là. Ok. Alors un fonds Women Lift Up. Alors est-ce qu'on peut créer un cadre de la finance? On va y réfléchir, les filles. Ouais, on va y réfléchir là. Quels sont les investissements éthiques possibles? Justement, on en parle. Alors, la semaine prochaine, quand Mathilde viendra de la plateforme Yoba en parler, ça sera complètement le sujet. Donc, je propose de ne pas rentrer dedans parce que elle va vous venir avec des choses bien concrètes. Laura, dans notre groupe privé Facebook, on aura quelque chose sur l'investissement, justement, éthique mardi prochain. Alors, Jenny, super. Donc, je pense que c'était par rapport au fonds. Alors, Jenny, encore une petite question. Voilà un fonds, par exemple, où on met 100, qu'on soit d'accord de perdre si ça ne marche pas, comme si on investissait dans une formation. On se réunit toutes les 2 semaines pour prendre des décisions d'investissement et analyser ce qu'on fait. Et forcément, avec un profit pour l'association si ça fonctionne, histoire de garder la motivation. Let me know, ça sera un début bêta. Ok.
On va prendre Jenny dans notre sous-comité brainstorm. Parce Voilà, que je pense qu'elle a des exactement. idées bien concrètes et excellentes. Donc, ok, Laura partant. Jenny, elle dit, regarde Yova. Bah voilà, on a Yova qui vient chez Women Lift Up. Super. Shera, ça veut dire quoi ce que tu viens de dire, assurance pour investissement indirect? Alors, tu veux répéter juste pour finir tu sais ce que tu disais, quand tu achètes un bien immobilier, il faut toujours amortir. Et l'amortissement, tu peux le mettre la banque te propose souvent de le mettre dans une assurance vie, c'est ça? Alors, en fait, l'amortissement, l'amortissement, ça veut dire que, bon, par exemple, la banque te paye, te prête 100, et puis, toi, tu vas devoir, à quelque part, lui rembourser. D'accord? Oui, il y a les intérêts d'un côté, et de l'autre côté, il y a l'amortissement. Ouais. Exact. Les intérêts, c'est le prix que tu payes pour que la banque te prête cet argent. C'est comme une location de l'argent, si tu veux bien. Alors que l'amortissement, c'est vraiment de rembourser chaque année. Tu vas rembourser peut-être 1, 2, 3, ça dépend ce que la banque a décidé. Et soit tu peux le faire en direct, ça veut dire que tu rembourses directement la banque, soit tu peux le faire ce qu'on appelle via une assurance vie, un troisième pilier. D'accord? Ça veut dire que tu continues à payer ton assurance troisième pilier, de X francs par année, et la banque elle prend cette assurance en gage. Et du coup, si tu veux, comme chaque année tu continues à payer dans ton assurance, ça déduit, ça fait ton amortissement indirect de la dette. Dans le sens que, s'il arrive quelque chose, la banque va pouvoir prendre l'argent que tu as mis dans ton assurance vie pour rembourser son prêt. Et s'il n'arrive rien, tu peux le garder en tant qu'assurance. Après, voilà, si tu décides de revendre ton bien immobilier, par exemple, tu rembourses la banque avec voilà. Je sais pas si c'était clair, Shera. Ça un sujet qui mériterait d'aller un peu plus en détail. Oui. Voilà. Et aussi, je suis désolée, j'arrête pas de bouger. Là. Je bouge mes affaires. Donc moi aussi. Non, ce que je voulais rajouter aussi par rapport à la France, Shera, en Suisse, je pense que tu as dû voir aussi, c'est que l'amortissement quand tu achètes un bien immobilier, il est moindre. Par exemple, entre la France et la Suisse, ce genre de choses se fait de manière très différente. En France, quand tu achètes un bien immobilier, l'idée, c'est que quand tu arrives à la retraite, tu es remboursé. Voilà. Nous, c'est une location, quoi. Alors que nous, jamais on se dit on va rembourser. Non. C'est pour ça que les gens achètent. On va faire un atelier sur l'immobilier. Oui, on va faire un atelier là-dessus. Parce que ça, voilà, c'est encore un autre sujet. En tout cas, donc là, je vois pas d'autres questions. Donc, merci. Puis, on est dans les temps. Donc, c'est fantastique, top. Sarah, mais tu as une gestion de ces lives. Donc, c'était vraiment super. Merci, Sarah, d'avoir vraiment partagé ton expérience, tes compétences à un plus grand nombre de femmes et de personnes susceptibles, justement, d'investir en bourse. C'est vraiment super. Et nous, on a de la chance de t'avoir avec nous dans Women Lift Up et de pouvoir faire régulièrement des ateliers sur le sujet. Donc, c'est vraiment super. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook de Women Lift Up pour avoir plus d'informations. Regardez les lives, le premier et le deuxième. Donc, c'était vraiment un webinaire complet sur les femmes et la finance en 3 lives. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez ça. C'est vraiment plein d'informations super utiles. Sarah, je vous conseille vraiment son livre qui est génial, Ce que valent les femmes. Voilà, vraiment, il est extra, il est super bien fait, il y a des illustrations, il est vraiment extra. Sarah, c'est vraiment, tu es généreuse même dans tes livres, dans tes ateliers, dans tout ce que tu donnes. Donc, vraiment, je te remercie chaleureusement pour tout. D'ailleurs, oui, un atelier sur l'immobilier suisse, elle demandait. Donc, on va faire ça. Merci infiniment, c'est génial. Merci Sarah et Tamara. Merci et bonne journée. Merci, c'était génial. Quelle chance d'avoir Sarah Jeune Corniche. C'est vrai, on a beaucoup de chance. On a vraiment énormément de chance. Merci à toutes. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et à très vite pour d'autres ateliers sur cette page ou ailleurs. Bientôt.